Pourquoi une autrice pour enfants voyage-t-elle en Ukraine en guerre? Que découvre-t-elle dans une ville de Kherson, située directement sur la ligne du front? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tatiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Anne Oudy, écrivaine, auteure d'ouvrages pour enfants. Actuellement, Anne anime un atelier d'écriture pour des enfants de la ville d'Avignon dans le cadre du projet franco-ukrainien où les enfants de deux villes, Kherson et Avignon, écrivent un livre. Anne vient d'effectuer un voyage à Kherson pour rencontrer des enfants de cette ville martyrisés par l'armée russe. Bonjour Anne. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu es écrivaine, comédienne aussi dans le passé, musicienne aussi dans ta jeunesse, de la famille musicale. Nous nous retrouvons au centre de Kiev, la capitale ukrainienne, parce que tu es ici en Ukraine avec une mission de collaborer à un livre qui est coécrit par un groupe d'enfants à Kherson et un groupe d'enfants d'Avignon, et toi tu guides en fait ce groupe, tu animes, tu fais cet atelier d'écriture pour les enfants de la ville d'Avignon. Mais je commencerai à te poser la question sur ton parcours. Comment est-ce que tu peux décrire ton parcours créatif, parce que tu as fait de la musique, tu as fait du théâtre, là maintenant tu travailles avec l'écriture et spécifiquement aussi pour enfants. Raconte-nous. Alors, bonjour Tatiana. D'abord, merci de me recevoir. Je viens de la musique, le monde musical. J'ai eu des parents qui étaient musiciens tous les deux. Ça a été fondamental pour moi parce que j'ai commencé à écrire par l'oreille et par le corps. J'ai fait assez peu d'études. Tout vient pour moi de l'oreille et de la transmission. J'ai voulu faire du théâtre parce que le théâtre, c'était encore la parole. Et ensuite, je me suis mise à écrire du théâtre pour transmettre à mon tour la parole. Et le théâtre m'a amenée à la poésie parce que pour moi, la poésie est une chose extrêmement puissante et particulièrement auprès des enfants. Voilà, donc les enfants, c'est important. Très important. Je travaille avec eux depuis 2007, donc avec le Centre international de poésie de Marseille, qui est un lieu qui n'est donc pas à Avignon, mais qui n'est pas très loin d'Avignon. Et je vais à la rencontre des enfants pour écrire avec eux. Et là, ce projet de faire un tel voyage aussi loin est devenu pour moi une chose vitale. Voilà, ce projet qui consiste, comme je viens de dire, de coécrire en fait un livre par les enfants, mais évidemment pas que les enfants, mais aussi les guider. Donc ton groupe, il est guidé par toi. Les conduire sur le chemin de l'écriture. Le voyage n'est pas terminé pour nous, car nous devons terminer cette histoire à Avignon, que nous avons commencé, qui a donc fait une première station en gare de Kherson, en bibliothèque, en bunker de Kherson, puisqu'on était sous la terre. Et là, je reviens à Avignon avec des images, des choses et plein de choses à transmettre aux enfants. Et nous allons achever ce voyage, car il s'agit vraiment d'un voyage.
Oui, un voyage important. Tu as d'ailleurs, parlons de voyage, tu as beaucoup voyagé dans ta vie, tu as vécu longuement au Québec, au Canada, dans d'autres pays, mais c'est bien pour la première fois que tu mets les pieds, si on peut dire comme ça, en Ukraine. Raconte un peu quel pays tu connaissais, parce que pour mesurer en fait aussi l'importance de ce voyage en Ukraine. Alors, oui, j'ai vécu très longtemps au Québec, donc je connais bien le Canada, un petit peu les États-Unis, un petit peu l'Afrique. Mais c'est vrai que l'Europe, j'ai eu la chance de venir jouer je crois que c'était en Pologne, on a joué en Roumanie, à Timișoara, comme comédienne, donc pas du tout C'était comme à quelles autrice. années? Oh là là, c'était il y a, je sais pas, plus de 20 ans peut-être, ça fait un Ouais. moment déjà. Et, euh, et là, je ne pensais jamais, jamais revenir dans ce pays. Merci d'ailleurs d'avoir fait que cette chose puisse être possible. Je, ces pays ont tellement évolué, sont devenus tellement, enfin, la vitalité, en tout cas de la littérature à Kiev, c'est absolument étonnant. Des librairies, mais c'est insensé. Jamais je n'aurais pensé trouver ça ici. Et personne ne sait. C'est ça qui est agaçant, en fait. C'est que personne ne sait tout ce qu'il y a ici, et donc il faut absolument Traduire. Voilà, Traduire et raconter cette Absolument. histoire. Donc, tu as fait ce voyage depuis Avignon, nous l'avons fait ensemble d'ailleurs, Oui. d'Avignon jusqu'à d'abord Paris, ensuite Varsovie, ensuite c'était Kiev et ensuite c'était Kherson. Alors, raconte un peu voilà, à nos éditeurs, qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un qui connaît, voilà, qui connaît évidemment la France, Québec, voilà, certains pays de l'Est, de l'Europe orientale, mais pas vraiment l'Ukraine. À quoi est-ce que ça ressemble? Et donc, tu savais très bien que tu allais dans un pays en guerre. Oui, alors, ce qui m'a étonnée, mais c'est surtout, je pense, sur la route qu'on a fait entre Kiev et Kherson. C'est ces paysages extrêmement verts, avec une terre plus que noire, grasse. L'herbe n'est pas la même dans ce pays. Les couleurs des fleurs ne sont pas les mêmes qu'en France et dans les pays que je connais, les États-Unis. Il y a quelque chose de gras, de coloré, de vif, de joyeux, de vert. On dirait que dans ce pays, le ciel est plus grand que n'importe où sur la terre. Voilà, je ne sais pas comment traduire. Je peux traduire ça, mais c'est ce qui me vient là maintenant. Ah oui, donc la beauté du paysage, il faut aussi comprendre que nous sommes dans une saison qui est très belle. Nous sommes au printemps, c'est-à-dire des arbres en fleurs, beaucoup de vert, donc le ciel qui paraît énorme, après justement cet hiver qui était particulièrement dur. Quelles étaient tes impressions de Kiev? Parce que là, le moment où tu es arrivé, je crois que c'était la première nuit ou la deuxième nuit, il y avait cette attaque assez atroce qui a tué d'ailleurs 4 personnes à la capitale ukrainienne, dont un adolescent, un garçon de 12 ans. Alors, il y a une chose que j'aurais appris dans cette ville, c'est à gérer le stress. Je me dis que les gens vivent ça au quotidien. Ça ne se voit pas. Quand on les voit dans la rue marcher, ça ne se voit pas. J'étais dans mon hôtel, il y avait, je crois, personne à mon étage. On entend une sirène, une alarme qui vous dit qu'il faut descendre dans le sous-sol, donc vous descendez. Là, on prend son passeport, son téléphone, les choses importantes pour... ça ne dure pas très longtemps, mais c'est une chose... c'est quelque chose à vivre. Et si on n'est pas dans le pays, on ne peut pas comprendre ce que c'est que ce stress-là. Dans ce sous-sol où je n'ai pas croisé grand monde, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans l'hôtel, on attend, donc on regarde ses photos, on attend que ça passe, et puis on remonte. Et le lendemain matin, j'ai ouvert la fenêtre de mon hôtel, j'ai regardé la place, et il y a eu une minute de silence. Et là, je me suis sentie défaillir.
complètement, c'est-à-dire que mon corps a lâché. J'ai senti le poids énorme de tout ça. Et les Ukrainiens le vivent quasiment au quotidien. Voilà. Et ça, c'est une chose auquel je ne m'attendais pas. Voilà, donc précisons à nos auditeurs que tu te trouvais sur la place Maïdan, en fait, la place historique, le cœur même de l'Ukraine. Et donc évidemment, à 9 heures, tous les matins, il y a cette minute de silence qui est marquée, en fait, tous les jours, sans exception, sans week-end, à la mémoire, pour commémorer tous les gens, hommes, femmes, enfants, militaires, civils, qui sont tombés durant cette guerre. Donc, la raison de ta présence en Ukraine, c'est évidemment la création, l'écriture du livre. Donc, expliquons que, en fait, que l'idée du livre consiste dans le fait que un groupe d'enfants de Kherson commence une histoire, la laisse inachevée. Et puis cette histoire fait son chemin 2000 km, je crois, jusqu'à Avignon. Et après, ce sont les enfants d'Avignon qui sont censés la continuer. Alors raconte comment est-ce que ça a marché, ces ateliers d'écriture, comment déjà tu as trouvé cette histoire, quelles étaient tes idées, tes impressions de cette histoire qu'on t'a livrée, écrite par des enfants entre 10 et 16 ans à Kherson. Alors, d'abord, je l'ai lu, moi, une première fois, cette histoire, qu'on a reçue donc en non traduite. Donc, j'ai montré aux enfants, voilà, ça, c'est la langue. C'est cette langue. Ça s'écrit comme ça. C'est du cyrillique. Je ne comprends même pas moi-même ce que ça veut dire, mais on va traduire, on va comprendre. Et on a compris que cette histoire était l'histoire d'enfants, d'un petit groupe d'enfants, donc qui construisaient un four pour y faire du feu et pour rassembler autour de ce four d'autres enfants, des familles et des animaux, parce que les animaux sont errants. J'ai jamais vu autant d'animaux abandonnés à Kherson et sur notre voyage. Et donc, les enfants avignonnais ne savaient pas qu'il n'y avait pas d'électricité. Et ils que ne comprenaient pas le contexte. Exactement. Et voilà, ils ne connaissaient. Ah donc, il a fallu que je fasse un peu de pédagogie. Et ce qui est magnifique maintenant, c'est que, à mon retour, puisque j'ai pu voir et mettre les pieds dans cette ville et voir ce qui s'y passe, ce qui s'y vit, on va pouvoir maintenant terminer cette histoire avec des vrais éléments. On va aller regarder, on va fouiller sur Internet. Et tout le monde va fouiller ensemble pour terminer. Et comme nous n'avons pas le point final de cette histoire, on l'a presque, il faut que Kherson nous le donne, ce point final. Il faut que les enfants mettent la dernière phrase. Voilà. Et l'échange aura été juste. Ça, c'est un petit teaser. C'est vrai qu'au moment où on parle, nous ne savons pas comment est-ce que l'histoire va se terminer, mais il y a déjà un grand bout écrit par les Ukrainiens, il y a déjà un grand bout écrit par les Français, par les Avignonnais. Donc l'histoire, elle n'est pas linéaire. L'histoire est que, en fait, le manuscrit inachevé voyage d'une manière tout à fait vraisemblable et réaliste dans un sac ou dans un carton, dans un cartable. Cartable, d'écolier, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de déplacés. D'ailleurs, à Avignon, il y avait des déplacés ukrainiens. Donc, il y avait un garçon, je crois, et qu'il transporte à Avignon. Après, les enfants français le trouvent, le déchiffrent et réfléchissent. Et réfléchissent à comment ils pourraient terminer cette histoire. C'est une chose... je crois que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi étrange, particulier, d'être à l'écoute des deux côtés, enfin des deux pays, des deux à 2000 km. C'est fou l'émotion que j'ai reçue quand je suis allée à Kherson, avant d'entrer dans cette pièce, quand j'ai vu les enfants. C'est une chose énorme. C'est quelque chose qu'on reçoit comme un coup de... Je ne sais...
Oui, ça marque. Oui, Il ça faut marque, ça marque. précisons aussi que les enfants, comment c'était écrit à Kherson, donc il y a cette bibliothécaire qui s'appelle Tetiana Kovalenko, c'est elle, autrice de l'idée en fait, donc elle est le cœur en fait de ce projet-là, puisque c'est elle qui avait proposé de collaborer. Donc à Kherson, évidemment, il n'y a pas école. Il n'y a pas maternelle, il n'y a pas d'activité scolaire depuis tout le début de la guerre, 2022, puisque tout simplement, c'est trop dangereux que d'avoir des rassemblements d'enfants, l'école, etc. Mais elle, dans ce contexte-là, comme bibliothécaire, elle a organisé d'une manière hebdomadaire des réunions d'enfants dans les sous-sols de sa bibliothèque. C'est une des bibliothèques pour enfants qui reste pour l'instant pas trop endommagée. Et donc les enfants ont travaillé. Donc pour les enfants, évidemment, c'est de l'air frais, c'est-à-dire c'est une manière d'être ensemble, de partager la joie d'être ensemble. Une fois par semaine, c'est mieux que rien. Mais au moment où nous sommes venus avec toi à Kherson, nous n'avons pas pu même accéder à cette bibliothèque, puisque depuis un certain temps, depuis 2 semaines, la situation dans la ville de Kherson s'est détériorée. Donc il y a de plus en plus de drones de fibre optique qui sont imbattables et on ne peut pas les descendre. Et donc nous avons dû nous retrouver dans un autre sous-sol, insécurité, parce que les parents devaient prendre la décision, est-ce que les enfants sortent ou pas. Donc ils ont quand même amené une bonne quinzaine d'enfants. Une quinzaine d'enfants. Et on a vu leurs yeux, donc ça... Et donc ça, ce qui est bien, c'est que ces images que j'ai prises avec mon téléphone, je les ramène à Avignon. Et je leur dis, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui se passe là-bas. Et quand j'étais à Avignon, on s'est vu à des séances très rapprochées et très condensées, enfin très serrées. Et je disais avant chaque séance, ce qu'on fait est très important chaque jour. Nous avons des petites périodes de 25-30 minutes. Soyez là, c'est très important. Voilà. C'est très important pour les enfants parce qu'au fond, ce projet est là pour, évidemment, pour produire un livre. Mais je pense que ça passe un peu au-delà. C'est pour mettre en contact des générations, des jeunes qui seront en contact. Évidemment, nous allons concevoir, imaginer, réaliser la suite à ce livre. Peut-être une rencontre, peut-être un voyage, peut-être des voyages, on verra. Mais justement, c'est l'idée de dire que voilà, l'enfance, c'est l'âge où les gens ont les chances de se comprendre, même si entre ces deux groupes, il y a la guerre, il y a la distance, il y a le mur de langues différentes, parce que les enfants de Kherson ne sont pas francophones, et on comprend très bien que les enfants d'Avignon, ils ne parlent pas, ils ne comprennent pas l'ukrainien, mais qu'on peut tout surmonter pour que les enfants aient ce lien entre eux. C'est vraiment le mot rencontre, je crois que c'est le mot le plus important. Aller vers l'autre et dire on est là. On est là. Voilà. On sait ce qui se passe. Oui. Décris-nous tes impressions de Kherson comme ville. On n'a pas pu voir grand-chose, mais quand même la route, les filets, l'ambiance. Alors, c'est vrai que être dans une petite camionnette et dans des tunnels de filets à pêche, passer parce que c'est comme des filets à pêche en fait. Et j'ai appris d'ailleurs que ces filets étaient fabriqués en Bretagne par des Bretons. Là. On roule là-dedans, c'est totalement irréel. Et en plus, ce paysage est désertique. Et cette porte qu'on traverse avec ces colonnes où c'est marqué Kherson, moi je l'ai vue dans des revues, je l'ai vu à la télévision, j'ai vu des images. Et de me dire, je traverse, moi, Anne, cette porte, et je vais dans ce village. Alors, j'ai vu quand même des maisons très, 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 très abîmées, des maisons avec des impacts de balles sur tout un mur. J'ai vu ça. J'ai vu des vitres, elles n'ont plus de vitres, les maisons, mais il y a un truc incroyable. C'est les fleurs qui sont rouges et qui sont jaunes et qui sont devant tout ça. Donc, il y a des contrastes qui sont énormes. Il y avait un ciel très gris le jour où on est venu et un ciel très bleu quand on est reparti. Oui, et ça nous a un peu sauvé ce ciel gris parce que les drones volent moins bien. Voilà. Les drones ennemis, nous dit-on, volent moins bien quand il y a le brouillard ou le ciel gris, il pleuvait un petit peu. Ça nous a un peu sauvés et mis en sécurité.
il y a une chose. J'ai lu de toi un texte bouleversant que tu as écrit, que tu as publié en 2014, qui s'intitule Lucien, Lucien. C'est une histoire qui est bouleversante. Je ne pense pas que c'est un livre pour enfants, parce que je ne pense pas qu'un enfant puisse le lire. Mais c'est un texte où, au centre, on retrouve l'enfant, voilà, Lucien, un enfant, on peut dire, abandonné par sa mère, livré par sa mère, qui avait des problèmes, qui était épuisé, etc., à la Croix-Rouge. Et je parle de ce texte maintenant parce que quand nous étions à Kherson, il y avait ce moment absolument bouleversant, et c'est une coïncidence. Je pense que tu as pu mesurer en fait la coïncidence. Nous nous retrouvions dans ce sous-sol de Kherson où on nous dit que tout juste après notre réunion avec les enfants, on va voir le théâtre. On va voir le théâtre. Et donc, c'est la monospectacle qui se refuge eux aussi dans ce sous-sol parce que c'est trop dangereux. Et la pièce qui a été jouée, le sujet de cette pièce, c'était justement une enfant, une adolescente qui a perdu sa mère, qui était séparée de sa mère. Alors, je suis très touchée que tu aies fait ce parallèle parce qu'effectivement, quand j'ai regardé ce spectacle, quand j'ai vu ce spectacle avec cette comédienne qui est absolument formidable, cette mise en scène qui... quand j'ai vu ce spectacle, il y a des images il y a des images vidéo qui sont en arrière-plan. C'est vrai que ça m'a... Mais il n'y a pas que ce spectacle, c'est tout ce voyage que j'ai fait qui me ramène à ce livre qui s'appelle donc Lucien, Lucien. C'est ce voyage en train, c'est cette nuit en train, c'est cette couchette dans le train, Tout ça a bien sûr réveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses chez moi. Mais je trouve magnifique qu'elles aient été réveillées et qu'elles soient encore là. Parce que je me dis, moi, évidemment, ce que j'ai vécu, c'est tellement rien par rapport à ce qui se vit dans ce pays. C'est rien du tout. Mais j'ai vu les images de ces enfants donc, qui ont été enlevés de leur famille. On leur disait, mais tu vas voir, ça va être super, ça va être des vacances, on vous emmène, ça va être super. On vous sauve. On vous sauve. Voilà. Et la tragédie, c'est un arrachement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on s'en remet ? Je ne sais pas. Et mon livre se termine, la question reste ouverte. Exactement. Voilà. J'ai lu ce livre, il est vraiment super fort. Et donc, il se termine par peut-être par une rencontre hypothétique, on ne comprend pas trop, mais l'enfant qui a été abandonné par sa mère, qui était dans la famille d'accueil, après qu'il est récupéré par un jardin d'enfants, c'est ça. Et il y a cette jeune femme, on ne comprend pas trop, est-ce que c'est la mère ou pas la mère qui le retrouve, mais c'est un peu surréaliste. En fait, c'est sa mère qui le retrouve, mais l'enfant il y a une famille, d'abord une famille d'accueil, qui reçoit l'enfant, mais ils n'ont pas demandé vraiment, ils n'ont pas choisi, l'enfant va commencer par coûter un peu cher parce qu'il mange beaucoup, il faut s'en occuper, il n'y a pas vraiment le temps, et donc l'enfant est un peu laissé une deuxième fois à l'abandon, et il finit par ne plus se nourrir, et il tombe malade. Et donc il atterrit dans un hôpital qui l'accueille pour le soigner, et là, la mère de l'enfant retrouve son enfant, mais elle le retrouve. L'enfant ouvre les yeux, mais c'est presque trop tard. Et là, c'est au lecteur de faire le choix. Est-ce que l'enfant est sauvé ou est-ce qu'il ne l'est pas ? C'est ça. Donc, parce que là, on est l'ombre d'enfant. Et donc, on se dit, voilà, quand on termine la lecture, on se dit, est-ce que c'est le happy end ou bien est-ce que c'était trop tard ? Et donc, évidemment, une histoire déchirante, une histoire un peu universelle, parce que les enfants abandonnés, il y en avait toujours. Il y en a beaucoup, malheureusement. Aujourd'hui, en Ukraine, ils ne sont pas abandonnés, ils sont enlevés. Mais c'est-à-dire que c'est le drame qui est au cœur de ton livre, c'est le drame de l'enfant qui est arraché. Voilà. Il ne comprend pas vraiment pourquoi. Il est confus, voilà, il est mis dans le train et le train qui l'amène. Et il y a une chose qui est très importante, et j'ai fait le lien ce matin, en fait. C'est que cet enfant a beaucoup de mal à écrire les lettres. Et j'ai été très longtemps dyslexique, en fait. Et quand je vois ici les lettres
les caractères, les E, les P, les M, les B, je me suis dit, mais ça m'a fait un drôle d'effet. Je me suis dit, tiens, c'est curieux que je me réaccroche dans la lettre, dans toutes ces lettres, dans ces mots que j'arrive pas à... Et je suis perdue. Alors, dans ce livre Lucien, la langue était le français. Ici, la langue est l'ukrainien. Et est-ce que je dois le dire ? La langue, cette langue que j'ai entendue pendant quelques mois était l'allemand. D'accord. Tout de même. D'accord. Je le dis, voilà. Ok, donc c'était une langue, une langue étrangère. Donc c'est donc tu comprends tout à fait. Donc mesurons la coïncidence en fait. Oui, le sujet voilà. qui était cher, du point de vue de ton histoire personnelle et de ton écriture, de ce livre Lucien, qu'on invite évidemment nos auditeurs à lire. Et en fait, c'est ce spectacle où on voit en fait l'histoire d'une adolescente de 13 ans qui, elle est de Mariupol. Elle est séparée de sa mère. Sa mère, elle est militaire dans l'Azov. Elle est séparée dans ce point de filtration. Donc, les Russes l'enlèvent. Elle finit dans la famille de cette dame très connue, Maria Lvova-Belova, celle qui, d'ailleurs, contre laquelle il y a ce mandat d'arrêt avec Vladimir Poutine pour les enlèvements des enfants ukrainiens. Une femme avec un visage d'ange, mais en fait une femme très hypocrite, parce que ce qu'on découvre dans cette pièce, dans ce récit, ce sont des messages vidéo que cette adolescente enregistre. Ils sont destinés à sa mère, qu'il ne le retrouvera peut-être pas. Donc la fin de ce spectacle est aussi ouverte, comme ton livre en fait. Et donc il enregistre des mamans, je fais ceci, cela, regarde, ils m'ont mis au grenier. Par punition, je t'enregistre, j'ai pris une cassette. En fait, c'est l'enregistrement de la noce de Macha Maria. Donc j'enregistre, donc je suis en train de gâcher en fait leur souvenir, mais j'enregistre un message à toi, maman. Je raconte un peu la vie, raconte un peu, toute cette hypocrisie qui règne dans cette famille soi-disant très religieuse, mais qui prive en fait les enfants de leur famille. Donc ils ne donnent pas le droit de communiquer avec l'Ukraine parce qu'il n'y a pas de téléphone portable, etc., etc. Donc une histoire qui est évidemment accueillie avec beaucoup de larmes dans le public. J'ai vu ça, puisqu'évidemment c'est un sujet qui touche aussi les gens de Kherson, parce qu'à Kherson il y avait aussi des histoires lors de l'occupation. Il y avait des enfants qui sont partis en Crimée qui ne sont jamais revenus. Et ce qui était formidable, c'est que voir du théâtre, voir ce rassemblement de gens sous terre pour entendre ça, mais j'avais du mal à... Je ne comprenais pas la langue. Je comprenais tout en même temps, mais je comprenais rien. Et en même temps, je comprenais tout. Je crois que le titre, c'est « Un oiseau dans le grenier ». C'est ça. C'est ça. Et le titre est tellement juste, parce que c'est tellement juste. On en a vu des oiseaux en Ukraine. On en a vu dans les filets des oiseaux. On en a vu beaucoup. Les filets de marron qui protègent les routes qui mènent vers Kherson, qui protègent les routes contre les drones, les petits drones du TFPV, mais ce qui est déchirant en fait, c'est de voir beaucoup d'oiseaux qui sont morts en fait parce qu'ils étaient, comment dire, ils se prennent les ailes. Et voilà, ils se prennent les ailes et on voit les autres et on voyage dans un tunnel très éphémère qui protège ou protège pas, on ne sait pas vraiment, mais on voit les oiseaux morts et donc c'est quelle image aussi horrible, en fait. Oui. Et les oiseaux reviennent dans le livre que tu as écrit avec les enfants, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Ils reviennent parce que les oiseaux... Enfin, évidemment, à Kherson, il y a des filets. Nous, on n'a pas de filets à Avignon. En France, on n'a pas... Voilà, c'est un peu différent, mais les oiseaux sont les mêmes, je pense, dans tous les pays. Et ils traversent sans frontières. Et ça me paraissait important de dire que, voilà, un oiseau n'a pas besoin de passer des contrôles et des passeports. Des passeports. Non, les oiseaux n'ont pas besoin de ça. Et d'ailleurs, on s'est posé la question avec les enfants, est-ce que les oiseaux qui migrent d'Ukraine ou qui viennent ou qui vont d'Avignon en Ukraine, est-ce qu'on est sur leur parcours de ces oiseaux ? D'où viennent-ils ? Quelle langue ils parlent ? Il paraît que les oiseaux ont des accents. Oui. Voilà.
À part les oiseaux, il y a aussi l'histoire du chat. L'histoire du chat qui est centrale pour le récit que les enfants de Kherson ont commencé à écrire. Et donc, dans la suite, il y a un petit chapitre que tu as intitulé avec tes enfants à Avignon, Un chat est un chat. Un c'est chat ça est un chat. C'est ça. Et donc, il y a ce chat noir qui s'appelle Garik, qui est un chat, d'ailleurs, qui existe. Nous l'avons vu, tu l'as vu. C'est un chat qui a toute une histoire, parce que c'est un chat qui était adopté par notre bibliothécaire. En fait, l'autrice a fait de l'idée de ce livre. C'est un chat cette bibliothécaire, cette femme, elle a vécu, il faut préciser à nos auditeurs, elle a vécu l'occupation de Kherson. Elle a refusé de collaborer avec les Russes comme occupants. Elle a refusé de travailler à la bibliothèque sous les Russes. Donc, elle a dû aller travailler au marché. Elle vendait du poisson. Donc, c'est à ce moment-là, quand elle vendait du poisson au marché, qu'un petit chaton, à l'époque, il était tout petit, qui est venu, il était perdu, il était égaré, il était jeté par sa famille d'accueil d'avant. Donc, il est venu la voir, et donc il l'a nourri avec du poisson, et après, il l'a adopté. Donc, nous avons vu ce Garik-là. Et donc, dans la suite, nous retrouvons beaucoup de chats, dont ton chat, toi. Alors, ce n'est pas mon chat, c'est le chat du quartier. D'accord. Alors, il y a le chat du quartier qui s'appelle Pacino, qui est un chat qui va d'une maison à l'autre. Et puis, je me suis rendu compte que chacun des enfants avait un chat. Donc, on s'est dit, eh bien, faisons parler les chats ensemble. Mais si on peut dire que les animaux nous apaisent, enfin, les chiens, les chats nous apaisent, on l'a vu ça dans notre voyage. Les chiens qui viennent vers nous, tous les animaux viennent vers nous, c'est assez curieux. Je n'ai jamais vu ça, moi, des animaux. Cherche à manger. Voilà, ils cherchent à manger. Et donc, ils viennent vers nous. Et donc, on les caresse et ça nous fait du bien. On caresse les chiens, les chats. Et voilà. Sauf que on ne sait pas ce que vit l'enfant là-bas. On peut comprendre certaines choses, mais je ne suis pas sûre quand on est un enfant et qu'on habite dans une maison à Avignon avec un jardin et sa piscine à l'extérieur, je ne sais pas si on sait ce qui se passe dans un pays comme voilà, où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus d'électricité, où il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Les fenêtres qui restent sont souvent, les vitres sont cassées. Voilà, c'est ça, je ne suis pas sûre qu'on le comprenne. Et je suis venue, donc j'ai vu. Donc maintenant, je vais pouvoir raconter ce que j'ai vu. Oui, et donc les enfants pourront imaginer d'une manière plus réelle, en fait, ce qui est en train de se... Mieux comprendre, expliquer, et mieux réagir. Voilà, mieux comprendre. Écrire et réagir. Et tu es sur le point de partir de Kiev, la capitale. Tu pars ce soir. C'était un voyage inoubliable, mais un peu court aussi. Quelques jours seulement à Kiev. 3 jours en tout, aller-retour, une petite journée à Kherson. Donc c'est quand même, il faut rentrer. Dis-moi dans quel état d'esprit... Parce que tu m'as dit une phrase quand on quittait Kherson, tu m'as dit une phrase qui m'a frappée, parce que tu as dit que maintenant ta vie se divise en 2 parties, une partie qui était avant Kherson et une partie après. Donc c'est fort comme phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a eu un avant et un après. Je pense que c'est ce que j'ai vécu là, ça fait partie des choses les plus importantes de ma vie, je pense. De ma vie, oui, je pense que je peux dire ça. Le théâtre a été très important pour moi, la musique, mais ça, c'est comme si c'est une chose... on ne peut pas être pareil. Je ne pourrais pas maintenant vivre de la même façon. Je ne pourrais pas écrire de la même façon. Et justement, j'ai écrit une pièce que j'ai complètement retravaillée pendant toute cette semaine où j'étais ici, parce que je me dis non, je ne peux pas dire ça comme ça maintenant, je ne peux plus dire, je ne peux pas écrire ça, je dois dire ça, je dois parler de la terre, je dois parler de ce qui se passe ailleurs. Et donc, je suis contente parce que ça me nourrit à un point, ça illumine, ça ouvre mon travail, ça l'élargit, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un avant et un après. Voilà. Parfois, on fait des rencontres avec des poètes qui sont très, très importantes. Mais là, j'ai fait une rencontre avec un peuple, avec des enfants, avec un pays. Et je vous jure que ça ouvre des choses que je n'avais jamais sondées auparavant, peut-être. Voilà.
Merci beaucoup Anne pour ce projet, pour ta participation dans ce projet-là. Et évidemment, nous espérons qu'il y aura d'autres voyages, pas que le voyage de retour là maintenant en France, mais un voyage peut-être de retour après en Ukraine, qu'il y aura d'autres voyages, d'autres idées, d'autres rencontres, le mot-clé dans ce que nous venons d'évoquer. Et les rencontres et la compréhension mutuelle et la solidarité, on trouvera d'autres mots pour décrire ce qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. Merci Tatiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova, je suis accompagnée par Anne Oudy, écrivaine, auteure d'ouvrages pour enfants. Anne vient d'effectuer un voyage à Kherson pour rencontrer des enfants de cette ville martyrisés par l'armée russe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.